Chers téléspectateurs, salam alaikum, bonsoir. Ce soir, dans la rétro-info de la semaine, retour sur la situation politique et médiatique qui continue de faire débat en Algérie. Au centre de l'actualité de cette semaine, la rencontre du président Abdelmajid Tebboune avec la presse nationale. Une intervention présentée comme un exercice de transparence et de proximité avec les médias, mais qui a surtout relancé les interrogations sur la forme et le fond de telles rencontres. Les sujets évités, les silences du pouvoir et les limites du débat public en Algérie. Que retenons-nous vraiment de cette rencontre? Ce que le président a dit, mais aussi ce qu'il n'a pas voulu aborder selon plusieurs observateurs et critiques. Nous reviendrons également sur cette cérémonie organisée à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, marquée par une mise en scène de soutien au pouvoir de la part de certains journalistes et éditorialistes au moment même où le classement 2026 de Reporters sans frontières place l'Algérie à la 145e place sur 180 pays et qualifie la situation de la presse en Algérie de grave. Un contraste saisissant entre discours officiel, communication politique et réalité du paysage médiatique algérien. Dans cette émission-ci, nous reviendrons sur la commémoration du 81e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, mémoire toujours vive d'un crime colonial longtemps occulté. Une commémoration qui intervient dans un contexte diplomatique particulier, marqué par le retour à Alger de l'ambassadeur français Stéphane Romaté, symbole d'une reprise progressive des relations entre l'Algérie et la France, après plusieurs mois de tension qui a ravivé le débat autour de la criminalisation de la colonisation française. Un dossier sensible que le président Tebboune lui-même a choisi de bloquer entre mémoire historique, calcul diplomatique et stratégie politique, où se situe aujourd'hui le pouvoir algérien. Analyse, décryptage et regard critique. Bienvenue dans la rétro-info de la semaine. Donc pour cette émission, j'ai le grand plaisir de recevoir à partir de Montréal M. Djed Halimi, militant politique. Si Djed, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci, super. À partir de Paris, M. Gamal Abina, analyste politique, est avec nous aussi. Merci M. Gamal Abina d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci beaucoup. À partir de Washington, directeur de RAND pour la démocratie en Algérie, M. Hamid Loulou est avec nous. M. Loulou, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bienvenue M. Halimi et M. Abina. Et avec le grand plaisir aussi à partir de Paris, ingénieur économique et militant politique, M. Liège Djbaili est avec nous. M. Djbaili, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Je salue vos invités, M. Abina, M. Halimi et mon ami Hamid Loulou. Merci encore pour l'invitation. Merci, super. Merci. Donc, je vais demander à nos chers invités, si vous me permettez, d'essayer de résumer les réponses de 3-4 minutes maximum. Comme ça, on va essayer d'aborder un maximum de sujets. D'abord, je vais essayer de faire un tour de micro sur la prestation de M. Tebboune dans cette rencontre entre lui et les médias. Je commencerai peut-être avec M. Djed Halimi. En 3-4 minutes, qu'est-ce que vous en pensez, cette prestation? Il y a beaucoup de critiques, il y a d'autres qui l'ont salué. C'est un exercice habituel qui permet à Tebboune de se rapprocher de son peuple. Ça, c'est une version. D'autres versions, il parle d'une rencontre qui n'a pas beaucoup de sens parce qu'il ne dit pas tout. Et il y a beaucoup de critiques sur le contenu, sur le fond. C'est toujours le même journaliste, c'est toujours la même question. Qu'est-ce que vous en pensez de telle rencontre, M. Djed Halimi?
Est-ce que c'est la rencontre du président avec les 3 journalistes ou avec les médias? Non, non, avec, l'ensemble des la médias rencontre français? avec les 3 journalistes, avec les questions-réponses de ces 3 journalistes. En fait, c'est un excellent exercice. C'est par rapport à Bouteflika où est-ce que le président n'apparaissait pas, on ne le voyait pas. C'est un excellent exercice. Mais maintenant, ça, c'est la forme. Le fond, c'est que Galouaj Galderna. C'est toujours ça la politique de notre régime en Algérie. C'est un excellent exercice. Mais dans le fond, c'est que les questions sont préparées d'avance. La rencontre, elle est éditée. Mais malgré ça, il y a des grosses bêtises qui sortent de ce genre de rencontre-là. Monsieur, Voilà. Monsieur Gamal Bina, c'est une très bonne chose par rapport au régime précédent de Bouteflika, qu'on voyait rarement. Maintenant, Monsieur Tebboune, on le voit presque chaque 3-4 mois devant les médias. C'est un bon exercice de transparence, d'après vous? Tout à fait. D'ailleurs, je connais une des journalistes, Sarah Cherif, qui est une très bonne journaliste, donc on ne peut pas critiquer la qualité de cette femme, et qui travaille pour Canal Algérie, et simplement de dire oui, effectivement, le fait qu'il y ait une communication directe avec le peuple, le fait qu'il n'y ait pas d'absence, de vacances de l'image, de la parole, est une chose qui doit être considérée comme étant positive. Ça rappelle un peu le travail qui a été fait par d'autres grands leaders. Donc le fait de se rapprocher du peuple avec des questions-réponses me paraît essentiel. On est très loin, effectivement, de la mandature de Bouteflika, qui lui, quand il était encore aux commandes jusqu'en 2013, avait quand même une grande distance. On sentait bien qu'il y avait une distanciation avec les journalistes et puis une approche un petit peu de rapport de domination. Et puis par la suite, la vacance totale du pouvoir, on ne le voyait plus du tout. Là, on est sur quelque chose de très proactif, sur un président qui est très impliqué, qui a envie de parler et communiquer avec sa population, tout simplement. Et les questions qui sont posées ne sont pas préparées d'avance. C'est des questions, effectivement, qui rentrent dans une logique. C'est des questions liées à l'actualité. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'il est intéressant de voir un président être spontané et répondre de façon très Sauf que, M. Gamal Abina, si vous me permettez, vous avez dit comme quoi c'est un exercice en direct. Malheureusement, ce n'est pas en direct. C'est parmi les critiques de telles rencontres, c'est qu'on ne voit jamais en direct. C'est une stratégie. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, M. Tebboune, il avait dit comme qu'on a plus de 8000 journalistes, mais on voit pratiquement c'est les mêmes. 4-5 journalistes, c'est les mêmes toujours qui reviennent. C'est pareil qu'en France. En France, vous avez toujours les mêmes journalistes qui vont interviewer, Ferrari, tout ça, on les connaît. C'est normal, il y a des journalistes qui ont l'habitude de ce genre de protocole. Puis quand je dis direct, c'est conditions du direct, je précise. On fait des émissions, j'en ai fait beaucoup dans les conditions du direct, où vous avez des questions-réponses, il n'y a pas de remontage derrière, c'est quand même assez professionnel. La question n'est pas de savoir si c'est bien de ne pas faire en direct, ça n'a aucun intérêt, c'est pas le sujet. La question est de savoir si les questions sont traitées, si les grandes questions qui intéressent les Algériens sont traitées. Et là, je pense qu'effectivement, il fait référence à des questions importantes, dans le national et l'international. Donc on ne va pas à chaque fois faire des reproches sur la forme. Ce qui est intéressant, c'est le fond. Moi, je dis qu'effectivement, quel que soit, d'ailleurs, c'est pas tout à fait les mêmes journalistes, c'est pas vrai. Une fois, il y a une head qui était aussi en interview, ça change. C'est pas Faisal Metaoui que je connais. Donc il y a des journalistes qui changent, mais effectivement, c'est les journalistes les plus connus de la chaîne, des chaînes en général. Très bien. Monsieur Hamed Lello, c'est un exercice de transparence, c'est une nouveauté par rapport au régime algérien depuis 1962. D'autres, ils se demandent pourquoi ce n'est pas en direct, c'est pourquoi c'est le même journaliste. Vous avez entendu M. Gamal Bina, qu'est-ce que vous en pensez, M. Lello? Moi, j'ai presque envie de passer et de ne pas répondre à cette question parce que c'est toujours la même chose. Il a raison. Qu'on ait les mêmes journalistes qui posent des questions, ce n'est pas un problème. Le problème de communication, il n'y a pas que le fond, la forme aussi, elle est importante. Les deux sont importants. La forme, comme vous l'avez dit, c'est toujours ça tourne toujours autour des mêmes sujets, ça ne va pas jusqu'au bout. Et l'exercice de communication, de temps en temps, il faut que ça soit spontané. Si vraiment vous avez envie d'être auprès du peuple, de communiquer directement avec le peuple, vous n'avez pas besoin d'être placé entre 4 murs avec une caméra, mais c'est de sortir dehors et d'avoir des échanges spontanés et directs. Un président qui est à l'aise, qui est en contact vraiment avec son peuple, il n'a pas besoin de télévision. Il va, bien sûr, ça sera filmé, mais il peut être en contact avec le peuple de manière informelle et aussi être en contact avec la presse de manière informelle. Mais comme c'est fait, c'est cadré entre 4 murs dans la présidence et c'est pas des directs, qu'il y ait montage ou pas. D'ailleurs, des fois, il y a tellement de bêtises qui sont dites dans ces interviews, on se demande. Mais enfin,
pas de commentaires. Très bien, très bien. C'est compréhensible. Monsieur Elias Djibaili, on parle de mise en scène médiatique, on parle des journalistes qui n'osent plus, n'osent pas confronter le président avec sur des sujets sensibles, réels, qui dérangent. C'est quoi votre avis? Tout d'abord, son discours, il intervient, il faut préciser, il faut remonter un peu la chronologie de son discours. Son discours intervient un samedi. Il a rendez-vous avec la presse et les médias nationaux. Et par ricochet, il harangue le peuple. Il a rendez-vous avec le peuple algérien. Donc la parole revient au peuple. Et le peuple, il ne faut pas l'abrutir. Parce que c'est que quand il intervient, quand il harangue son discours, c'est que l'Algérie, elle a chuté à la 145e place. C'est-à-dire une dégradation de 19 rangs en un an. À côté de bien. C'est-à-dire qu'au moment où il a fait son discours, 4 jours après, l'Algérie a chuté à la 140e place. C'est le RSF qui le dit. Donc, c'est-à-dire en un an, l'Algérie a chuté davantage de 19 crans. En un an, c'est un recul de 19 crans. Deuxième, maintenant, il y a le fond et la forme. Soit monsieur le chef de l'État, monsieur Abdelmajid Tebboune, il est informé de ces dossiers. Quand on est informé de ces dossiers, et qui choisit de les recouvrir d'une manière ou d'une autre. Soit il sait tout, il ne le dit pas, et dans ce cas-là, il est dans un déni, soit c'est les conseillers qui ne lui disent pas tout. Donc il y a deux possibilités. L'une ou l'autre n'est pas rassurante. Premièrement, qu'on veuille ou pas, et ça a été toujours enregistré. Maintenant, on ne va pas rentrer les conditions ceci. Soit c'est en direct, traite le peuple directement, vous assumez la responsabilité, dans ce cas-là, vous êtes spontané, soit c'est enregistré. Ça a été toujours enregistré. Maintenant, même, avec tout le respect, quand même, quand il répète, quand il dit que le secteur agricole se porte bien, le simple économiste en Algérie, il va le contredire. Il contredit même l'Office national des statistiques sur l'inflation alimentaire. Quand il dit que la presse libre se porte bien, est-ce que les journalistes le reconnaissent ou pas? Moustapha Benjama qui est poursuivi, Klam, Christophe Glaise, 7 ans, Madame Nassira Dutour qui a été, on lui a interdit de fouler le territoire de sa terre natale. Donc la presse n'est pas libre finalement. Donc la presse n'est pas libre. C'est un exercice de routine. Maintenant est-ce que ça a été préparé ou pas? Je ne veux pas, franchement, honnêtement, je pense que les conditions, les questions ont été déjà établies. Questions ont été faites. Tout a été fait, peu importe la qualité et la compétence des journalistes. Peu importe, ce n'est pas la qualité. Maintenant, est-ce qu'ils avaient cette spontanéité de répondre ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais il ne faut pas qu'on se leurre du tout. C'est qu'au moment où il faisait son discours, l'Algérie a obtenu la place de 145 places sur 180. Très bien, monsieur. C'est très clair, monsieur Djibaili. Restez avec nous. Monsieur Djed Halimi, on va essayer de décortiquer un petit peu ce qu'il avait dit. Il a parlé de apparemment beaucoup de choses. Il a surtout commencé par la visite du pape. Et il a parlé de cette question de notre histoire, parce qu'apparemment, c'est grâce au pape que maintenant tout le monde sait comme quoi finalement l'Algérie en a une longue histoire. On va écouter M. Tebboune ce qu'il avait dit sur ce sujet. شكر لقداسة البابا باسم الجزائريات والجزائريين أنه وضع حد للخرافة تاع المستعمر السابق لأنه هو خلق الجزائر. والبابا قالها وما جحدهاش وقالها أمام الملأ أن الجزائر متجدرة في التاريخ إلى القديس أوغسطين وقبل القديس أوغسطين. كانت مملكة نوميديا، كان الحضارات والآثار تاع الحضارات اللي موجودة في الجزائر ماهوش هما اللي خلقوها. Monsieur Djed Halim, est-ce que vous comprenez les critiques? Il y a beaucoup qui se demandent pourquoi Tebboune a parlé de ça. Il n'y avait aucun doute. Il n'y a aucun Algérien qui se doutait de l'histoire de notre pays. Est-ce qu'il avait vraiment besoin
de se référer aux paroles du pape pour rassurer la population comme quoi finalement on a une longue histoire? Honnêtement, notre histoire, elle est là. L'histoire de la cohabitation des Algériens, malgré nos différences. Et entre Algériens, on a très très bien cohabité avec quelques exceptions. Entre religions aussi, l'Algérie, il y avait une bonne communauté juive, une communauté chrétienne, puis c'était des problèmes politiques reliés à la colonisation qui ont interrompu cette cohabitation-là. Je pense que la visite du pape, oui, elle peut ramener un peu d'attention sur ce point-là, mais c'est pas la preuve irréfutable sur ce point. Donc, honnêtement, pour moi, il aurait dû passer tout droit sans passer de ce point. Ben, aussi, il a aussi revenu à ce que l'avait dit le pape sur la situation en Algérie. Lui, d'après Tebboune, le pape, il est vraiment au courant de tout ce qui se passe en Algérie. On va essayer de l'écouter encore. البابا لازم نعرف أنه في مستوى أعلى بكثير من بعض الأمور الدنيوية، وهذه ما بلغنيش رسائل خاصة، لأنه على دراية تامة ودقيقة بما يجري في الجزائر، وهذا اللي خلاني أنا شخصيا يعني مرتاح له كثير. البابا ماهوش ضروري تشرح له، راه رئيس دولة قبل كل شيء، ودولة امتدادها الديني راه في العالم القارات الخمس، إذا على باله وعلى باله. Monsieur Halimi, d'après Tebboune, le pape il est au courant de tout ce qui se passe en Algérie, même si on a bien entendu le discours du pape, il avait insisté sur l'importance d'écouter son peuple, de se rapprocher de son peuple, donner le champ aux opposants. Je ne sais pas est-ce qu'il avait, Tebboune avait compris comme quoi ce message c'était pour le régime algérien. Pris ce message-là, parce que si c'était un Algérien qui a dit ça en la présence de Tebboune, il serait probablement poursuivi pour quelque chose. Donc le message du pape, oui, c'est quelqu'un qui est au courant des enjeux en Algérie. Ce message-là était important. Moi, quand je l'ai écouté, j'ai essayé de regarder les réactions d'Abdelmajid Tebboune, puis il était vraiment, il était en accord avec ces déclarations-là. Mais encore une fois, un slogan irréfutable de notre régime, c'est qu'il y a une parole et il y a la réalité. La réalité, elle est complètement différente des discours, même des réactions du président à ce message-là. Donc oui, le pape est au courant, Tebboune aussi est au courant, mais la réalité, c'est tout autre. Monsieur Gamal Bina, c'est vrai que le pape il est au courant de tout, à la preuve, son discours était clair. Hein? Il faut donner la parole à son peuple, il ne faut pas avoir peur de son peuple, il faut encourager la société civile. Tous ces messages directs au régime algérien, c'était une preuve, comme l'avait beaucoup noté, comme quoi, finalement, le pape, c'est vrai qu'il connaît tout, il sait exactement la situation en Algérie. Tebboune aussi, il a dit la même chose, mais apparemment, pour Tebboune, peut-être le pape, il connaît autre chose que la situation des droits de l'homme et la liberté d'exercer la politique et surtout l'activité syndicale aussi. Alors déjà, pour commencer, l'activité syndicale, tout le monde s'en fiche. Il faut être très clair. Quand on est un pape, c'est pas son sujet. Lui, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est les relations internationales. Ce qui l'intéresse, c'est les relations avec la papauté, avec le christianisme, la concordance, entre guillemets, enfin, du moins, la convergence des vues par rapport aux faits religieux. Ce qui l'intéresse, évidemment, c'est des rapports internationaux apaisés. Le pape n'est pas là pour donner des leçons de gestion de l'État ou de syndicalisme ou d'opposition, je ne sais pas non, quoi. Mais monsieur Gamala Bina, vous savez avec moi que le pape, c'est pas que ce pape, il y a tous les papes qui sont tout le temps en train de... il intervenait dans des situations des droits de l'homme dans des pays internationaux, dans des pays étrangers, en Palestine par exemple, dans d'autres pays. Quand il y a des conflits, ils interviennent dans... Alors, on parle de conflit, on parle des droits de l'homme. Il ne faut pas tout mélanger. Les droits de l'homme dans les pays qui soient ou pas respectés, ce n'est pas le rôle du pape de dire ce qu'il a pensé. Quand on parle par contre des conflits ou des droits de l'homme en termes conflictuels, comme la Palestine, là on est plus sur une question de droits de l'homme, soi-disant de principes humains ou je ne sais quel droit en termes juridiques. Là on parle d'autre chose. On parle de massacre, on parle de destruction de masse. Et là le pape intervient. Il en parle au Soudan, il en parle en Palestine, il en parle en Amérique du Sud. Effectivement, à l'époque, avec la théologie de la libération, les gens de l'Église de l'Amérique du Sud intervenaient par rapport à ça parce qu'il y avait des conflits avec l'extérieur.
l'extrême droite sud-américaine. Donc là, on parle de conflit ouvert, mais quand il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de raison qu'il intervienne. Là, c'est de la gérance. Le pape ne va pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays, il a raison. Donc vous pensez, M. Gamela Bina, que l'intervention du pape, c'était une sorte d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie quand il parlait de il faut que le régime écoute son peuple, permette à sa classe politique, à sa société civile de s'exprimer, c'est une sorte d'ingérence? Non, c'est pas l'ingérence, il dirait à n'importe quel pays. Ça, vous direz ça à la France que Macron n'écoute pas son peuple. Vous pouvez le dire ça à Trump qui n'écoute pas son peuple. Et c'est un pied de nez aussi. Je vous rappelle que c'est un pape nord-américain, hein, donc c'est exceptionnel, catholique. Il n'y a que 22% de catholiques aux États-Unis, rappelons-le. Et rappelons le discours de Trump quand le pape va en Algérie, parce qu'il se rend de façon prioritaire en Algérie pour des raisons que vous avez bien comprises par rapport à Saint-Augustin, donc la symbolique très forte de la communication, de la discussion, de la concorde des religions. Et quand il va en Algérie, d'abord, il n'insulte pas son interlocuteur pour commencer. Puis surtout, il rappelle des faits. Quand il dit qu'il faut être ouvert, il le dirait au monde entier. C'est pas une nouveauté. Hein. Quand ils font leurs encycliques, c'est toujours pareil. Les papes ont ce discours-là, mais c'est pas une leçon qu'il donne. Il n'a pas à donner de leçon au pays. Il n'y a pas d'ingérence possible. Il donne des généralités. Après, quand le président dit du pape que le pape sait des choses, il sait ce que tout le monde sait en Algérie, mais il ne sait pas des détails insignifiants qui n'intéressent pas à la papauté. Ce qui intéresse le pape, c'est la relation, la concordance entre les faits religieux, le fait que l'Algérie soit ouverte au catholicisme et soutenue les églises, il faut le rappeler tout de même, c'est important. Et surtout, c'est une réponse directe, et c'est ça qui est formidable. Il faut voir quand même le côté positif, il faut vraiment sortir de cette logique-là. Quand le pape est reçu en Algérie, ça fait longtemps qu'on attendait sa visite, elle était prévue, ça répondait à la visite du président lui-même qui s'est rendu au Vatican et qui a donné d'ailleurs des textes liés à Saint-Augustin qui ont touché ce pape. Donc il y a vraiment une démarche qui est très intéressante en termes symboliques, en termes diplomatiques, et ça pied de nez à tous les fascistes français qui continuent à dire qu'en Algérie on réprime les chrétiens, ce qui est un mensonge. Il n'y a pas de répression des chrétiens. L'Algérie applique une loi stricte sur le fait de faire du prosélytisme, qui est interdit d'ailleurs, je le rappelle, un peu partout dans le monde. Mais par contre, elle ne réprime en aucun cas les chrétiens. Tout le monde peut exercer son culte dès l'instant qu'il ne fait pas de prosélytisme. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que ça tord le nez, ça tord le cou du moins à tous ces incendiaires qui viennent de France et qui mentent sur le fait religieux en Algérie. Très bien. Monsieur Hamed Loulou, qu'est-ce que vous en pensez de ce que M. Tebboune vient de dire? Il a parlé d'abord de la longue histoire. Hein, on a une longue histoire qui depuis Saint-Augustin, ou peut-être même avant, mais c'est grâce à cette visite du pape qui a confirmé cette histoire de l'Algérie. Est-ce qu'un président de la République il avait besoin de cette visite ou les Algériens on a besoin de cette visite pour se rassurer comme quoi finalement, alhamdoulilah, l'Algérie elle a une histoire? C'est dommage. La visite, oui, il y a du positif et du négatif, on en parlera. Mais l'Algérie, un grand pays comme l'Algérie, n'a pas besoin du pape pour rappeler au monde que l'Algérie existe depuis des lustres. C'est un grand pays qui existe, que ce soit avec Augustin ou autre, c'est la Numidie, c'est l'Afrique du Nord, c'est l'époque d'avant l'arrivée de l'islam. L'Algérie était là, et même pendant l'époque ottomane, c'était une Algérie gérée de manière indépendante, sous l'égide ottoman, mais gérée de manière indépendante par Alger. Ça me rappelle la visite du président Hollande. Voilà, Hollande qui vient et qui se présente comme docteur. On avait besoin de Hollande pour rassurer le peuple que Bouteflika avait toute sa tête à la critée. Il avait toute sa tête pour être un bon président. C'est toujours ce complexe qu'on a par rapport à l'étranger qui vient pour confirmer ce que nous sommes, ce que nous avons ou ce que nous valons. Sauf que M. Loulou, il y a beaucoup qui disent comme quoi peut-être même il y a une campagne, surtout en France, qui doutait de notre histoire. Il y a ceux qui disaient comme quoi l'Algérie a commencé depuis 1830, d'autres ils disent comme quoi finalement on n'a pas d'histoire, on a commencé depuis 62. Il y a ce discours quand même qu'on écoute en France, on a entendu beaucoup d'historiens ou peut-être des politiciens français, et que cette visite les a mis à leur place, si je peux dire. Écoutez, ces langues pleines de venin et de haine contre tout ce qui est Algérie, que le pape dise ou pas, ça ne changera rien. Ils sont chez eux en France, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. L'Algérie, c'est aux Algériens de s'occuper de leur Algérie.
Et par rapport justement à la visite du pape, avant de s'intéresser aux droits des minorités, c'est la majorité déjà qui n'a pas ces droits. Donc il ne faut pas essayer de leurrer les gens sur les droits des minorités. Oui, c'est bien que les minorités aient leurs droits, bien sûr. Mais si la majorité n'a pas déjà ces droits, ça pose un problème. Mais est-ce qu'on a besoin à chaque fois de réagir à chaque fois qu'il y a une insulte ou il y a une attaque qui vient particulièrement de France? Je ne pense pas. Je pense qu'aussi au sein du régime algérien, il y a certaines personnes qui aiment bien entretenir cette pseudo-crise. Écoutez, la même chose, il disait la même chose de Macron avant cette pseudo-crise. Moi, je l'appelle pseudo-crise. Macron, c'est l'homme de la France qui aime l'Algérie, qui va... Après, ils ont commencé à l'insulter. Bien sûr, je ne dis pas qu'ils vont insulter le pape, mais il n'y a rien de régulier, il n'y a rien de bien étudié sur le long terme. Et encore une fois, on n'a pas besoin d'autrui pour nous dire qui nous sommes, pour nous dire que nous existons depuis avant même que la France n'existe. Très bien, très bien. Monsieur Liaj Bailey, je reste avec ce que M. Tebboune avait dit au sujet de la visite du pape, avant de passer à d'autres sujets. Mais j'aimerais bien entendre votre avis sur... parce qu'il y a beaucoup d'opposants qui sont réjouis, si je peux dire, entre parenthèses, des propos du pape par rapport à la situation précaire des droits de l'homme, des activités politiques et syndicales. Vous avez entendu M. Gamal Benaï, finalement, c'est un discours de généralité, il le dit à tout le monde. Ça ne veut pas dire comme quand il accuse le régime algérien d'atteinte aux droits de l'homme. C'est quoi votre avis sur ce sujet, M. Djbaili? Surtout que M. Tebboune avait insisté dans sa rencontre avec la presse, comme quand le pape, finalement, il est au courant de tout ce qui se passe en Algérie. Tout d'abord, vous me permettez, Salim, de revenir sur l'histoire de notre pays. Nous devons être fiers de notre pays, de notre algérianité. Moi, je suis jaloux de mon pays. J'aime mon pays. Je me sens profondément algérien. Peu importe les nationalités secondaires qui s'accumulent. Je demeure algérien, nous devons être fiers de notre algérianité. L'histoire de l'Algérie s'insère dans le sens le plus large du Maghreb. C'est le royaume de Numidie. C'est les Romains, c'est les Vandales. Est-ce que vous savez que Saint-Augustin, il a été assassiné par les Vandales, de passage à Annaba, à côté de Mdaourouch. C'est ça l'histoire. Le royaume de Numidie, le royaume des morts. Après, vous avez aussi les Rostimides, les Fatimides, les Hammadites, les Inalites. Tout, c'est ça l'Algérie. C'est ça, c'est ça l'Algérie. Donc nous devons être fiers de notre pays. Je pense que tous les Algériens sont fiers de leur pays. Et je pense que Léon XIV, la sainteté Léon XIV, qu'il soit nord-américain, il connaît l'histoire de notre pays. Il est fasciné par la dimension historique de notre pays. Et d'ailleurs, il est sur le trace du penseur Saint-Augustin. Mais là, je ne rejoins pas Gamel, parce que moi, j'ai suivi les interventions du pape Léon XVI, aussi bien en Algérie jusqu'en Angola. En Algérie, au fait, oui, en tout cas, au Cameroun, qu'est-ce qu'il a dit devant le président Paul Biya, 86 ans, son 8e mandat. Il a dénoncé les abus de pouvoir. Il a dénoncé la corruption. Il a dénoncé aussi la question des droits de l'homme. Oui, absolument, c'est sa sainteté. Parce que aussi, il est sensible à la dimension humaine, à cette dimension des peuples aussi. Il faut qu'ils soient libres, je veux dire, de ne pas être soumis à des pressions de restriction de liberté. Mais certes, vous allez me dire, par rapport à l'Algérie, qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est un message implicite aux autorités algériennes. Vous savez, il sait ce qui se passe en Algérie. Il sait, comme disait très justement Hamid, que la majorité n'ont pas leurs droits. Ils n'ont pas leurs droits. Les libertés en Algérie fondamentales sont bafouées. Il y a une restriction de liberté. Soyons honnêtes une fois. Vous savez, on va être jugé. Il faut être honnête au moins une fois dans sa vie. Et vous savez, on s'en sortira grandi quand on est honnête. Mais quand vous avez face à une personne qui n'est pas honnête, c'est que quelque part,
Je veux dire, vous ne pouvez pas débattre, c'est ça la question. Mais Léon XVI, sa sainteté Léon XVI, il sait qu'il y a question des droits humains qui se passe en Algérie. D'ailleurs, il a été interpellé par certaines organisations. Absolument. Mais qu'est-ce qu'il a dit au pouvoir algérien? Il y a un peuple, il faut s'ouvrir, il faut écouter son peuple. Écouter son peuple. Écouter son peuple. Mais le monde s'est bâti sur les peuples. Le premier article de la Constitution allemande, la dignité de l'humain, après la Seconde Guerre mondiale. La Constitution allemande, le premier article n'a pas la dignité de citoyen allemand, la dignité de l'humain. C'est toujours on revient à l'humain. Donc forcément, c'est pas un discours politique, mais quand même c'est des messages de paix et des messages de sensibilisation sur cette question fondamentale qui est la question des droits humains. Ça, c'est très important. Certes, il ne va pas parler des droits syndicaux, il ne va pas parler des droits économiques, il ne va pas parler de la liberté d'entreprendre, mais sur la question centrale, c'est le développement des libertés. On ne peut avoir une nation forte, aussi forte, s'il n'y a pas de développement des libertés. On ne peut pas avoir une économie forte et prospère s'il n'y a pas de développement des libertés. C'est tout le monde qui l'a dit, Adam Smith, Campbell, Champorel, tout le monde a dit cette question. C'est le développement des libertés. Sans liberté, on ne peut pas. Vous savez, pourquoi on a eu notre indépendance? Parce que l'Algérien voulait avoir sa liberté. C'est très important. Le cœur de notre combat, c'est la liberté. La liberté, je veux dire, les droits humains, c'est très important. Tout le peuple algérien souhaite le développement des libertés. Nous ne sommes pas contre le régime, hein. Nous ne sommes pas contre tel ou tel. Hein. Attention, c'est faux. Quand on a dit que nous ne voulons pas M. Bouteflika, ceci, cela, attention, nous ne sommes pas changement un homme pour un homme. Moi, j'ai rien contre M. Tebboune, j'ai tout. Mais moi, je l'interpelle via sa gouvernance et le pouvoir de travailler sur le développement de liberté. Quand il a été élu, il a promis, pas à moi et à vous tous, au peuple algérien, d'ouvrir un dialogue inclusif, ouvert et transparent. Où en est-on? Est-ce qu'on attend la venue de sa sainteté Léon XVI pour dire ceci, cela? Non. Très bien, très bien. Puisqu'on parle de liberté, on parle de la démocratie. Peut-être l'un des points très importants de la démocratie, c'est de laisser au peuple choisir ses responsables, élire ses représentants, puisque l'Algérien va bientôt être invité à donner son avis sur les élections, puisque le 2 juillet, il y aura des élections parlementaires. J'aimerais bien parler de ça, puisque Tebboune, ils lui ont demandé la question. Je sais que les Algériens, beaucoup d'Algériens doutent de nos élections. Tous disent comme quoi ce n'est pas des élections qui permettent à l'Algérien de s'exprimer librement. Mais on a posé cette question à M. Tebboune, surtout là avec l'argent sale qui gère les élections depuis 1962. On va écouter M. Tebboune ce qu'il avait dit sur ce point. Monsieur le Président, cette élection est très particulière dans la mesure où c'est l'une, je pense, des rares fois où tous les partis, ou toutes les formations agréées participent à cette élection. Est-ce que, selon vous, c'est un signe de vitalité politique? C'est un signe parce qu'ils ont eu des assurances ou parce qu'ils sont sûrs que l'élection est propre et honnête? Il y a un peu de tout cela, Vous savez, les élections. Moi, je n'ai jamais manipulé les élections et je ne tiens pas à les manipuler. في الوقت اللي أنا فيه ما نقبل الكوطا ما نقبل هذه ما نقبل هذه. Il y a un peu de tout. Bon, maintenant, la compétition est devenue quelque chose d'accessible. Parce qu'il fut un temps où c'est pas la peine تتقدم باين شكون اللي غادي يفوت لأن عنده ملاير وعنده كذا وشاري هذه وشاري هذه وكنت. اليوم سي فيني. اللي يمس الانتخابات بالمال القانون يعاقبه وفيه ناس ظانين باللي القانون ما يتطبقش لان كذا وكذا اليوم راهم مقبوض عليهم لان مسوا الانتخابات بالمال. Très clair pour M. Tebboune, son régime, cette nouvelle Algérie, elle va abolir le trucage, l'argent sale, il n'y aura que des élections propres et libres. Monsieur Djed Halimou, vous pensez qu'il est sincère et vous êtes rassuré avec ce discours comme quoi on aura des élections propres et honnêtes le 2 juillet prochain? La preuve, comme il avait dit, il y a beaucoup de partis qui veulent participer, il y a un engouement et pratiquement tous les partis agréés vont participer à ces élections.
Encore une fois, au risque de me répéter, il y a toujours des beaux discours, puis il y a la réalité qui nous rattrape. Si l'Algérie se construit avec les beaux discours, ben on sera un pays extrêmement développé parce que les discours sont excellents. Mais encore une fois, malheureusement, la pratique nous rattrape. Juste ces jours-ci, il y a la fuite de l'enregistrement à Constantine qui montre que cette pratique-là, elle persiste puis elle continue. Puis je suis pas surpris parce que c'est les mêmes personnes qui soutenaient le régime de Bouteflika qui sont présentement à l'avant-garde de l'Algérie nouvelle et glorieuse. Donc, vraiment, si on ne change pas les personnes, puis on ne change pas les pratiques, est-ce que vous pensez que les choses vont changer en Algérie? Moi, je pense avec le vote, l'amendement technique de la Constitution, on vient de détruire l'ANI. On vient de donner le côté organisationnel à l'administration. La même administration qui a truqué les élections, la même administration qui a failli nous donner un presque cadavre comme président. C'est cette administration-là qui va organiser ces élections-là. Leur prétexte, c'est que l'ANI ne pouvait pas gérer l'ampleur des élections en Algérie. Ben, si l'ANI, elle n'était pas capable, ben, on la renforce pas, on sort des compétences et des prérogatives de l'ANI pour les donner à l'administration qui a un passé noir en termes de fraude électorale. Donc, vraiment, ça... Il y a, c'est vrai, certains partis qui ont décidé de participer cette fois-ci, entre autres le RCD, parce que c'est à ça qu'ils font référence, mais même là, ça fait débat. C'est dans le cadre de la stagnation que vit notre pays. Il y a certains militants qui ont dit, écoute, là, si on boycotte, ça change pas. Ben, moi, je vais leur dire quelque chose. Si vous allez participer aussi, vous allez faire face à la même machine qui vous empêche de vous exprimer librement, de transmettre votre programme et votre vision à travers des médias libres et transparents, parce que la plupart des médias chez nous sont contrôlés. Et vous allez faire face à cet appareil administratif qui a empêché des gens avant vous. Et même si vous réussissez à mettre des députés dans le Parlement, ils vont les coopter puis les faire voter ou passer certains projets qui sont pas bons ni pour l'Algérie ni pour le peuple algérien, comme cet amendement-là qui a passé avec 0 personne qui était contre. Monsieur Gamal Abina, est-ce que vous comprenez, cher monsieur, ce doute des Algériens? Beaucoup d'Algériens, je suis sûr que vous fréquentez les Algériens de tous bords, hein, ce n'est pas que ceux qui sont d'accord avec le régime. Est-ce que vous comprenez leurs doutes, leurs peurs, leurs craintes? Ils insistent à juste avoir le RND et les FNL qui sont à l'avant-garde hein, de ces élections. Il y a toujours ce doute comme quoi on ne pourra jamais avoir des élections libres dans cette atmosphère. En plus, l'Algérien il attend toujours le résultat de la commission d'enquête hein, après les élections de présidentielles 2017. 2019. Et après 24. Et 24 après. 2024, c'est il y a 2 ans. Donc, est-ce que vous comprenez ce doute, cette crainte des Algériens qui les pousse à ne pas participer, à ne pas voir comme un événement ces élections qui vont venir le 2 juillet? Déjà, il y a une chose que vous dites, et c'est intéressant, les doutes. Ben évidemment, les Algériens ont des doutes, mais c'est positif. Ça veut dire qu'il y a un fonctionnement démocratique, on se questionne, on s'interroge, on n'est pas dans les dictatures noires, comme en Égypte, par exemple, où il n'y a pas d'élection. Je veux dire, monsieur 99% l'emporte tout le temps, monsieur 89% gagne tout le temps les élections à chaque élection. Non, mais monsieur Gab, quand je dis ils ont des doutes, ce n'est pas le doute des résultats, hein. Le doute de la propreté de ces élections. J'ai très bien compris. J'ai très bien compris, c'est évident. Donc je vous dis simplement par rapport à ça, d'abord il y a une chose qui est certaine et vous ne pouvez pas le retirer, c'est que le président est sincère et aime son peuple. Ça, il n'y a absolument pas besoin de questionner là-dessus. Chaque fois qu'il sort, il y a un bain de foule et puis je note, alors vous me dites que je fréquente des Algériens, il m'arrive de rencontrer les gens qui sont dans l'opposition critique, c'est vrai, mais l'immense majorité de ceux que je rencontre au hasard des rues, hein, je veux dire dans les rencontres, dans le métro, dans les rues, dans les transports, n'importe où, ou même dans des événements comme par exemple un enterrement, parce que j'ai assisté à l'enterrement malheureusement de Mohamed Harbi, hein, d'accord, donc au Père Lachaise, j'ai noté effectivement qu'il y a plutôt une adhésion.
une adhésion, un espoir, parce que M. Tebboune a éveillé un espoir qui est réel. On peut discuter sur les méthodes, ce que vous voulez, mais dans les faits, l'espoir qu'il a éveillé, c'est l'idée de se dire que cet homme qui, en 2017, voulait qu'on produise algérien, a obtenu ce résultat-là, et c'est indiscutable. Ça, c'est pas discutable. Maintenant, 95% de ce qui est vendu en Algérie est algérien, ce qui est quand même une belle victoire. Ensuite, la question des élections. Ça revient souvent, mais c'est une marotte, je veux dire, depuis la Révolution. Chaque fois, on parle d'élections, bien, pas bien. Je suis désolé, mais l'Algérie répond à des standards internationaux qui sont quand même pas mal. C'est un pays qui fait des élections régulièrement, qui tient ses dates en termes électorales, qui fait des élections à tous les niveaux, que ce soit les wali, que ce soit les députations. D'ailleurs, on arrive bientôt à la prochaine députation, puisqu'il y a des candidats qui se présentent et qui sont nombreux, hein, j'en connais beaucoup, qui essaient de présenter un parti ou qui essaient de se représenter avec du cooptage, avec des gens qui les soutiennent. Eh bien, ça marche plutôt bien. Le problème de l'Algérie, c'est pas de savoir si les élections sont bonnes ou pas bonnes ou si les résultats sont valides. C'est de savoir est-ce qu'on est en mesure de répondre à des standards internationaux de type démocratique classique avec des résultats qui reflètent la réalité. Et ça, c'est un travail que faisait l'ANI et qui essaie de faire au mieux, qui est difficile. C'est pas évident. C'est quand même un pays qui se construit quand même. Et la démocratie se construit avec l'économie, se construit avec la confiance. Et c'est vrai que les Algériens, on a une habitude qui est là. On est toujours très critique, on est toujours dans l'autoflagellation et on s'interroge, on se demande est-ce que ça marche? Est-ce que ce sera bien fait? Est-ce qu'on va se moquer de nous? Et c'est normal, parce qu'on est quand même sorti d'un système où, quand Bouteflika arrive aux commandes, bon, il redresse le pays dans la mesure du possible, il lance des infrastructures, mais surtout, malheureusement, une fois qu'il fait son attaque cérébrale, il y a la Rissaba qui s'installe, il y a des voleurs qui s'installent, qui ont été condamnés pour ça, je le rappelle, et il y a une défiance de la population qui s'inquiète. Donc cette inquiétude est légitime, elle est positive, parce que ça veut dire qu'on s'interroge, qu'on s'implique, mais il faut donner une chance, il faut donner du temps au temps. Les réformes ne se font pas en 3 jours. Moi, je pense que la démocratie algérienne est en construction et s'améliore au fur et à mesure. Je pense qu'il y a une adhésion populaire très grande au président et je le constate dans la rue. Les gens s'interrogent sur la réussite, mais en même temps, on voit bien que ce président a envie que ça marche. Donc, il faut vraiment se mettre dans la tête d'un Algérien lambda. Après les moments difficiles, on a l'espoir que ça ira mieux et je sais que ça ira mieux. Et il faut donner le temps aussi à cette commission d'enquête, à cette fameuse commission d'enquête sur les événements des élections présidentielles 2024. Est-ce que vous comprenez ce silence, ce temps que cette commission prend pour nous donner les résultats de leur enquête? Vous savez, la problématique de l'ANI, c'est qu'ils n'ont pas été très bons. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su compter, manifestement, ils n'ont pas fait des bons calculs. Ils ont présenté un score assez ridicule de 94%. Ça a dérangé le président et c'est tout à son honneur. Parce que même lui, il dit c'est pas possible, c'est un score qui tient pas la route. Certes, je suis populaire, mais pas à ce point. Et finalement, ils sont revenus à un score de 84%. On sent qu'il y avait des dysfonctionnements. On sent que les statistiques, ce n'était pas le fort de l'ANI. Mais dans les faits, non, mais de toute façon, non, mais c'est pas monsieur Gamela Benassi, ça vous avez suivi les événements, parce que ce n'est pas une question de pourcentage, c'est le nombre de votants, le nombre de voix qu'il a. Oui, on a augmenté de presque sur plus combien d'un million. Hein, oui, parce qu'il y a eu un laxisme, il faut être très honnête. Hein. Je pense que l'ANI n'a pas fait son travail sérieusement, qu'il s'est interrogé, mais ce qui est intéressant, c'est que le président était choqué par le résultat, il n'a pas trouvé ça normal. Donc moi, je trouve ça positif. Ça signifie qu'il dit, moi, je vais être un président élu normalement, pas n'importe comment. Et effectivement, les concurrents, soyons honnêtes, hein, les concurrents face à M. Tebboune, ils sont quand même pas exceptionnellement bons. Donc évidemment qu'ils n'allaient pas gagner. Le jour où on aura un leader d'opinion fort en Algérie, et la plupart sont malheureusement décédés, on aura un grand leader. Et le résultat de l'enquête, M. Gamela, puisque le président nous a promis une enquête, il a déjà installé. Ça va arriver, on est au rythme de l'administration algérienne. C'est très vrai que l'administration est lente. Okay. Même moi, je suis confronté à ça, c'est compliqué. Mais moi, je pars d'un principe simple. Comme je sais que l'administration est lente, j'accepte sa lenteur. Je me pose plus de questions. J'attends que ça arrive, ça tombera un jour. C'est pas inquiétant. Très clair. On va passer peut-être aussi, on restera toujours avec ces élections, mais on va passer au boycott, parce qu'ils ont demandé à M. Tebboune ce qu'il pense au sujet de ces appels de boycott. On va écouter M. Tebboune, c'est ce qu'il avait dit sur ce sujet. Je reviens à vous. والشيء اللي لازم يقوم به حزب يكون حزب يمثل حقيقة فئة من الشعب. أعتقد أن الأحزاب الفاعلة كلها تشارك في الانتخابات لا فائدتها. كاين بعض الأحزاب يعطوا صورة على أنفسهم أنهم أحزاب ولكن ما عندهم حتى امتداد. يقول لك أنا نقاطع، مش تقاطع، ماكش باغي تفضح روحك، لأن تقدم الانتخابات تدي صفر. هذا هو، أنت باغي تشد الوهم هذا. احنا قاطعنا باش تربح واللي قاطع الانتخابات راه يقاطع في الرئيس ولا يقاطع في الدولة، يقاطع في نفسه. ما فيش.
Apparemment, M. Tebboune, il a bien expliqué, hein, si tu boycottes pour toi-même, c'est pas pour boycotter le président, mais en plus, le président Tebboune a expliqué le rôle d'un parti politique en Algérie. On va l'écouter. دونك خلات هذه لا كومبيتيسيون الحزب اللي عنده ارتباط مع القاعده الشعبيه وداك الشيء اذا ما يتقدمش راه يضيع في فرصه نتاعو، فرصه ربما ما تكررش. اليوم الاحزاب باش يجوا الحزب لك ما يشاركش في انتخابات، علاش راه حزب؟ مكتوب عليه اد فيتام ايترنام المعارضه ولا نو؟ لازم عنده افكار. احنا قانون الاحزاب وضح كثير من الامور. الحزب القيمه نتاعو تقاس بالنجاح في الانتخابات. كان حد ادنى اللي ما لازمش يهبط تحته، والا ما قامش بالعمل نتاعو توعوي وتعباوي. Monsieur Hamid Lelo, vous l'avez entendu, il est clair qu'il y a des voix qui ont dit que peut-être c'est une menace cachée envers les partis politiques qui ne veulent pas participer. Si tu ne participes pas, donc tu n'es pas un parti. Pourquoi tu vis? Pourquoi on te donne l'agrément? C'est quoi votre avis sur la réponse de M. Tebboune? Boycott, ça ne sert à rien parce que vous boycottez vous-même, vous ne boycottez pas, vous n'avez pas un message à donner avec le boycott. Il a un parti politique et il est là pour participer aux élections, autrement il n'a pas raison d'être. Il défie les partis qui n'ont pas de prolongement dans la société, en disant qu'ils ont peur d'aller aux élections parce qu'ils n'ont pas l'aura nationale. Lui-même, il n'appartient à aucun parti, donc comment se fait-il qu'il ait cette aura? D'où il tient cette légitimité? Il n'a jamais été élu. Moi, c'est difficile de parler de lui. J'aime pas parler de lui, mais bon, vous insistez parce qu'il a fait cette interview. Mais tout le système politique algérien, je suis d'accord avec M. Abina, c'est pas une dictature militaire, parce que les dictateurs militaires, souvent, ils sont nationalistes. Mais nous avons affaire à un régime de police politique. Puisque vous parlez de Tebboune, il a gravi les échelons depuis sa jeunesse. Il a été chaperonné par cette police politique. Il a fait partie de 7-8 gouvernements de Bouteflika. Il a volé, comme tout le monde, ministre de l'Habitat, ministre du Commerce, l'affaire Khalifa, trafic de drogue de son fils, détournement de fonds, la corruption avec les sociétés chinoises. Et il a été cité par Ouyahia. Et tous ces gens dont on parle qui sont en prison, ce n'est pas suite à la justice, c'est justice de vengeance, parce que le système de police politique, vous avez un noyau dur où il y a le pouvoir, et ce pouvoir, il y a des cercles, des circonférences, et ces circonférences, des individus qui sont tantôt proches du pouvoir, tantôt ils sont rejetés, et ça change, même si Lelo, vous ne pouvez pas nier que cette fois, peut-être ce sera une des rares fois où il y aura une quasi-majorité, ou plutôt la quasi-totalité des partis agréés vont participer aux élections. Bien sûr, à part les partis non agréés ou peut-être quelques individus, mais en général, il y aura une participation de tous les partis. Non, je ne suis pas d'accord avec cette déclaration. Le seul parti qui participe cette fois-ci, qui avait boycotté, c'est le RCD. Et le RCD représente lui-même. Non, mais il n'y a pas d'autres partis agréés qui ont appelé un boycott puisqu'ils n'existent pas. Quels sont les autres partis qui n'avaient pas participé avant? Non, mais je veux dire maintenant, il y a quasiment, même c'est vrai qu'il y a les RCD, peut-être il y a même d'autres partis qui se sont retirés avant les élections de 2024 et avant, mais maintenant tout le monde veut participer. Non, lequel? Il n'y en a pas. Tous ceux qui sont soi-disant agréés par cette police politique, ils ont toujours participé. Maintenant, si vous parlez des individus, ça c'est autre chose. Et je suis d'accord avec M. Halimi, que je salue au passage. C'est quoi l'intérêt d'aller à des élections qui sont contrôlées par cette police politique? Moi, je ne parle pas des dictatures militaires, j'ai toujours parlé de la police politique, c'est pas une institution. Je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai expliqué plusieurs fois. Mais ces élections ou les élections d'avant, c'est la même chose.
Et maintenant, si vous prenez comme principe de représentativité et de légitimité et d'avoir un parti politique solide qui a des assises populaires partout dans toutes les wilayas, elle est où sa légitimité si vous parlez de Tebboune? Il n'appartient à aucun parti, c'est un indépendant. C'est la même formule utilisée par Bouteflika. Rien n'a changé depuis Bouteflika. Les mêmes journalistes, sauf peut-être les vieux qui sont à la retraite, c'est les mêmes. Les institutions sont sous contrôle de cette police politique et c'est elle qui décide. Je suis désolé. J'aurais aimé qu'il y ait des élections, mais ce n'est pas vrai. Très bien. Cette police Très bien. Monsieur Lesbeli, c'est les mêmes élections d'avant et de maintenant. Rien n'a changé. D'autres voient que quand même, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'après M. Tebboune, il n'y aura plus de fraude, il n'y a plus d'argent sale. Tout est clair, tout est sur la table, tout le monde va participer. C'est ça le discours officiel maintenant. Même M. Gamal Abina, pour lui, c'est ça. C'est une occasion pour que tout le monde participe. Il y a cet engouement populaire. D'un autre côté, il y a ces appels de boycott parce que, comme M. Lelo vient de le dire, c'est les mêmes élections. Il n'y a rien qui a changé. C'est quoi votre position par rapport à ce sujet? Moi, vous savez, j'ai une autre lecture stratégique, au fait, celle qui a été toujours destinée à l'opposition. En tant qu'opposant politique, j'essaie d'être crédible. Et je ne suis pas aussi radical que cela. Et comme je ne suis pas aussi sombre que cela, je ne suis pas aussi pessimiste que cela, et on n'a pas le choix, il faut être optimiste quelque part. Moi, j'ai toujours dit, dans un système verrouillé, peu importe par qui il est verrouillé. Dans un système verrouillé. Est-ce qu'il est verrouillé par la police politique, ce qu'on appelle el police CSI, hein, c'est ça? Ou est-ce qu'il est verrouillé par l'institution militaire? Peu importe. En tout cas, moi, intrinsèquement parlant, je suis rationnel. Je prends la donnée intrinsèque. Qu'est-ce qu'elle dit, la donnée intrinsèque? Que le système politique algérien, il est verrouillé. À partir du moment où il est verrouillé, que devrions-nous faire? C'est ça la question. L'essentiel est d'occuper toujours ce qu'on appelle les espaces disponibles. Pourquoi? Pour éviter toute confiscation totale. Maintenant, si on revient à votre question, c'est le boycott. Et on va essayer un petit peu pourquoi le boycott. C'est ça la vraie question. Pourquoi le boycott? Parce qu'il y a le doute. À partir du moment où le doute s'installe, il y a toujours quelque part le doute. Il s'est toujours installé. De quel doute vous parlez, M. Liasbeili? De quel doute vous parlez? Monsieur Liasbeili, d'après M. Gamal Abina, le doute, c'est un signe de bonne santé. Quand tu doutes, c'est comme quoi on ne connaît pas le résultat. C'est une preuve comme quoi ça va être des élections propres. C'est ce que vient de dire M. Gamal Abina. Quand vous parlez de doute, de quel doute vous parlez? Je n'ai pas le même raisonnement que M. Gamal Abina, parce que moi, j'essaie d'être rationnel. J'essaie d'être rationnel. Je ne tire pas pour tirer. Je ne charge pas pour charger. Je ne suis pas une personne à charge. J'essaie de comprendre. Je suis né en Algérie. Je suis né dans une grande ville. Je connais les élections législatives, les élections municipales. Donc, on ne va pas dire que ma famille est dans les élections. Donc, je connais la réalité de mon pays. Je dis une chose, que le bourrage des urnes a toujours fait partie du système politique. Quand, à l'approche des élections, le bourrage des urnes a fait partie dans le subconscient de l'Algérien. Nous savons tous que toutes les élections il y avait toujours le bourrage des urnes. Il fallait bourrer les urnes, c'est-à-dire pour décider qui va gérer l'Algérie. Que ce soit les élections, attention, depuis 62, je ne stigmatise pas une période où le mandat de M. Tebboune ou de M. Bouteflika. Je parle de façon générale que le bourrage des urnes, a toujours fait partie du paysage politique algérien et surtout à l'approche des élections. Maintenant, je dis que le boycott, c'est quoi le boycott? Est-ce qu'il faut boycotter ou pas? On boycotte, au fait, le boycott a deux significations, deux définitions, c'est-à-dire, soit on appelle ça une prise de position politique. Dans toutes les nations du monde, on peut prendre une prise de position politique. Politiquement parlant, je sais que les carottes sont cuites, tout est plié d'avance, donc je boycotte. Je sais que je boycotte, c'est-à-dire la chaise vide, je boycotte. À condition, si j'ai une alternative, et si j'ai pas d'alternative, on appelle ça, de façon politique, un retrait passif. C'est comme ça qu'il faut raisonner.
Et puis celles et ceux qui nous suivent, il faut qu'ils comprennent. Comme il n'y a pas d'alternative à l'opposition, donc finalement c'est une prise de position politique, qu'on le veuille ou non. Très clair. Moi, je dis, Salim, moi personnellement, c'est quoi ma position? Je dis, j'ai été invité plusieurs fois par le maire Alabia, par décryptage de M. Bencheloub, j'ai toujours dit que dans un système verrouillé, l'essentiel est d'occuper les espaces, même s'ils sont réduits, pour éviter toute confiscation totale. C'est-à-dire qu'il y a une initiative citoyenne, que celles et ceux qui veulent se lancer, lancez-vous. C'est pas pour la conquête du pouvoir, c'est pour avoir une visibilité. Tout le monde, nous savons que l'Assemblée en Algérie, la chambre basse, est une chambre d'enregistrement. J'ai posé la question à trois responsables de partis politiques démocrates. Si vous avez des députés, est-ce que vous êtes capable de faire passer votre programme? Est-ce qu'il y a une utilisation des forces démocratiques pour faire passer votre programme? Ou M. Tebboune, il va désigner lui-même son Premier ministre pour appliquer le programme. Dans ce cas-là, celles et ceux qui ont participé, ils sont là sans être là. Mais la question n'est pas là, parce que tout est fait, tout est plié, tout est choisi, les candidats sont choisis, les parrainages sont choisis. Maintenant, il faut occuper les espaces pour ne pas tout perdre et éviter surtout la confiscation totale. C'est comme ça qu'il faut faire de la politique en Algérie. Très bien, on va devoir maintenant aller pour une petite pause avant de revenir pour la deuxième partie. Restez avec nous.